Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau TEDUC. Je rappelle que c'est un événement Univers Sciences organisé par le département Éducation Formation de la Cité des Sciences, en partenariat avec les cahiers pédagogiques et avec le soutien de la Maïf. Avant de commencer, un petit rappel technique pratique. Ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement et sera donc disponible en replay sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences dans les jours qui viennent. Donc, en conséquence, les personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées ou qui ne souhaitent pas être filmées sont invitées à ne pas rallumer leur caméra au moment des questions, mais seulement leur micro. Euh, Par rapport à l'organisation du temps, elle est la suivante. Il y aura donc 45 minutes d'échange entre les différents invités du jour, puis on garde la dernière demi-heure, donc entre 17h45 et 18h15, pour toutes les questions de la salle virtuelle. Et donc à ce moment-là, pas besoin de passer par le chat, vous pouvez rallumer directement votre caméra ou votre micro pour interpeller directement nos invités avec vos questions. J'en profite également pour vous signaler qu'une synthèse de ce webinaire sera en ligne quelques semaines après le webinaire, une synthèse où on retrouvera évidemment toutes les références citées ce soir, mais aussi des ressources en fait qui pourront servir sur ce thème. Donc ce soir, le thème qui va nous occuper est donc le numérique au musée. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter autour de ce plateau virtuel ce soir Marie Cambonne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'IUT2 de Grenoble. Merci d'être là. Marie-Christine Ergot, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, vous êtes commissaire d'exposition à Univers Sciences. Nous avons également Emmanuel Mogard, si peut-être son problème de son a été réparé. Bonsoir à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous êtes en tout cas enseignant en histoire-géographie et EMC en collège et lycée dans le groupe scolaire Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes, et vous êtes également enseignant-formateur à l'Université catholique de l'Ouest sur les thématiques numérique et apprentissage. Bonsoir à vous. Nous avons également autour de la table Antoine Roland. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fondateur de Correspondance Digitale, une agence de conseil et formation en communication et en innovation numérique. On y reviendra. Et enfin, Eva Sandry, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication également à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Alors en introduction, voilà, on aimerait reposer un petit peu les bases du débat de ce soir, en tout cas des échanges. On a vu fleurir en fait ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, de nombreux dispositifs numériques dans les établissements culturels et scientifiques. On parle d'écrans interactifs, de jeux, jeux vidéo, de réalité augmentée ou virtuelle. On donnera peut-être la différence tout à l'heure, qui offrent de nouvelles possibilités en termes d'animation et de muséographie. La question qu'on va essayer de se poser ce soir, qui n'est pas une question facile, c'est pour quel intérêt pédagogique et est-ce qu'on favorise finalement parfois le numérique au détriment de certains contenus ou de certains apprentissages qui seraient peut-être plus adaptés, ou peut-être même de certaines expériences muséales qui seraient plus adaptées à cette fameuse pédagogie qui nous occupe pour ces webinaires TEDUC. Quand on parle de support numérique, je les ai évoqués un petit peu, mais on peut parler de support numérique mobile, des visioguides, des consoles de jeux, des casques de réalité virtuelle. On peut aussi penser à des compagnons de visite, ce qu'on appelle des compagnons de visite, avec des jeux de pistes, par exemple, au sein d'une exposition. Et puis, il y a évidemment tablettes et autres applis qui peuvent accompagner une exposition. On a aussi des éléments plus concrets qui sont hybrides, en fait, avec une application plus un objet matériel, par exemple. Et on peut aussi parler de dispositifs moins mobiles, immobiles même, de bornes tactiles ou alors de dispositifs immersifs comme on voit aussi se développer. On va commencer tout de suite par rapport à ce sujet. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est d'abord à un enseignant. Donc, si Emmanuel Mogard, est-ce que vous m'entendez? Déjà, j'aimerais voir si la connexion a été établie avec vous, parce que je voulais vous poser la question en introduction de vous, en tant qu'enseignant, quel intérêt pédagogique premier vous pouvez trouver au dispositif numérique dans les musées? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro, tout simplement? Ouais. Bonsoir. Bonsoir.
Alors voilà, je ne sais pas si vous avez commencé à répondre, mais en tout cas, on vous entend. Allez-y. Ok, très bien. Donc, l'intérêt pour le numérique, je trouve que c'est un bon complément quand c'est un apport supplémentaire, en fait. C'est-à-dire que dans le cas d'un musée, ce qui est intéressant, c'est l'aspect en fait réel. Moi, je trouve c'est important qu'il y ait des personnes, qu'on ait quelque chose de tangible. Mais par exemple, moi, je suis prof géo, dans le cas d'une reconstitution, ça peut être extrêmement intéressant de voir comment c'était avant et dans, en fait, quand ça permet d'avoir un élément supplémentaire, je dirais. Voilà. Supplémentaire. Alors, justement, peut-être qu'on pourrait essayer de lister quels peuvent être les apports évidents du numérique, non seulement sur le plan pédagogique, mais sur le plan muséal tout court. J'ai envie de vous poser la question, peut-être, Eva Sandry, vous avez travaillé sur ces questions-là dans votre thèse notamment. Quels peuvent être les apports évidents du numérique quand on s'intéresse au musée au sens large? Alors effectivement, j'ai interrogé de nombreux médiateurs ou responsables de projets numériques et multimédia de musées et je leur ai demandé quelles étaient vraiment les plus-values et les avantages du numérique qu'on ne peut pas vraiment avoir avec des supports imprimés ou matériels. Donc on a plusieurs avantages, on va dire, du numérique. Notamment, ça va être de varier les façons d'apprendre et de découvrir les collections du musée en proposant des médias différents, puisque en fonction des visiteurs ou des élèves apprenants, on va être plus sensible au texte, au son, à la vidéo, à l'interactivité avec un quiz. Donc déjà, ça va permettre de varier en fait les contenus. Ensuite, ça peut aussi permettre d'archiver, de documenter des savoirs sur les expositions in situ, mais aussi avant ou après la visite grâce à des sites web, des expos virtuelles ou des applis smartphones où on peut retrouver les contenus. Donc, on a vraiment une efficacité sur le plan voilà, cognitive, puisqu'on va avoir en moins d'espace et de temps beaucoup plus de contenu disponible. Donc, ça peut prolonger l'avant-visite et l'après-visite. Et enfin, c'est assez intéressant de voir aussi comment ça peut être utilisé pour des publics à besoins spécifiques, notamment la traduction multilingue sur des cartels qui permet, sur un cartel numérique, d'avoir une traduction en plusieurs langues facilement accessible, et aussi des médaillons vidéo en langue des signes incrustés dans les tablettes pour les personnes sourdes et malentendantes quand il n'y a pas possibilité d'avoir un guide conférencier interprète. Donc, on se retrouve effectivement avec des avantages sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan de l'expérience de visite, puisqu'on va pouvoir avoir des expériences différentes, ludiques, divertissantes, etc. Marie-Christine Ergaud, je vous laisse peut-être la parole, puisque vous êtes Oui, commissaire d'exposition à Universcience. Vous êtes bien placée peut-être pour nous dire ce que ça vous apporte, vous, quand vous concevez une exposition, ces possibilités nouvelles du numérique, enfin nouvelles, parce qu'il y en a des nouvelles régulièrement qui arrivent. tout à fait. Bah, ce que ça nous apporte, nous, concepteurs, ça rejoint hein, ce que dit Eva Sandry, c'est un degré de liberté par rapport à ce qu'on va pouvoir proposer comme posture, comme expérience de visite aux visiteurs. Également au niveau de l'accessibilité, en effet, ça peut nous aider. Et vraiment comme expérience et une nouvelle posture. Et qui dit nouvelle posture peut dire aussi, alors ça, c'est les professionnels de la pédagogie qui le diront, mais une nouvelle façon d'acquérir un savoir sans passer forcément par la lecture ou autre. Je pense à vers quoi, tout ce que ça nous permet. Ça nous permet des sciences participatives, par exemple. Des choses Tout ce un qui est petit peu contribution du visiteur est très importante. voilà, tout ce qui est contribution, ça, du coup, ça nous le permet in situ. Effectivement, ça peut être aussi prolongé ensuite, ça, bien évidemment. Le numérique facilite ce genre de choses. Mais donc aussi des sciences participatives, là, on le teste actuellement hein, sur une de nos expositions, un test de dégustation de chocolat avec l'INRAE qui récupère les données. Et donc, il y a la participation pour le visiteur et l'accès
à cette science participative. Ça peut nous permettre d'actualiser des contenus, ce qui peut nous intéresser, notamment dans le cadre d'expositions permanentes qui durent très longtemps. On peut plus facilement actualiser les contenus. On ne fait pas quand c'est un contenu qui a un aspect tangible, effectivement, dans l'exposition, quelque chose d'imprimé ou quoi, il est plus facile de l'actualiser quand c'est du numérique. Et ça peut nous permettre donc des contributions de visiteurs même à l'exposition elle-même, quelque chose qui va faire un renvoi de ce qu'ils font sur un grand écran, et puis ça peut se contribuer, s'incrémenter. Et c'est une approche un peu plus donc, participative, contributive, qui peut permettre aussi de penser un contenu différemment. Et enfin, alors où on va de plus en plus, et vous en avez parlé, c'est vers l'hybride. En effet, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le premier enseignant. Une exposition, c'est d'abord montrer des choses et du tangible. Et de fait, pour répondre à une des questions du petit pitch, nous ne faisons pas du numérique pour faire du numérique. A priori, notre métier est d'essayer de trouver le meilleur média pour passer le contenu d'une façon, ce qui nous semble la plus adéquate. Mais l'hybride, par exemple, donc l'hybride entre un objet à expérimenter comme un fouet pour monter une crème fouettée, encore je prends un exemple sur une exposition très récente, et où le visiteur va avoir un retour direct de son expérience. Comme nous n'avons pas malheureusement un médiateur par visiteur pour pouvoir lui faire un retour de ce qu'il a, ça permet cette chose-là. Donc là, c'est une vraie expérience qu'il fait, et il a son propre retour et sa propre auto-évaluation. Donc ce sont des choses intéressantes pour nous. Alors là, vous parlez sans la citer de l'exposition Banquet, hein, on peut tout à fait la, la citer. Emmanuel Mogard, je voulais juste vous repasser la parole par rapport à cette question d'interaction. Est-ce que justement l'interaction que permet le numérique, et notamment le retour rapide sur une expérience, est-ce que c'est quelque chose qui va favoriser peut-être la mémorisation quand on est avec un groupe d'élèves? D'abord, ouais, ça peut être donner des moyens de motivation, le fait d'avoir une réponse immédiate. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est l'idée de la prolongation ensuite, et puis l'interaction également, qui permet, je dirais, je trouve ça extrêmement intéressant. Je me rappelle quand le musée de la ville de Nantes, en fait, je suis nantais, s'est refait, et l'idée d'une approche citoyenne de ce musée de la ville de Nantes, où en fait, il peut avoir une interaction avec les visiteurs. Et je trouve ça très intéressant comme idée, en fait, l'idée de prolongation, l'idée de contribution aussi, même à distance, d'élèves dans le cadre d'une exposition, pour échanger et prolonger après. C'est vrai qu'on peut utiliser des moyens pour, comment dire, pour récupérer l'information ensuite, hein, retravailler sur ce qu'on a pu voir, avoir différents moyens. C'est vrai que la vidéo peut être extrêmement intéressante, justement, par moment où d'autres, des tablettes interactives où j'ai vu, par exemple, là, des reconstitutions où on voyait, en fait, on choisissait une période et il y avait une reconstitution, par exemple, pour les comblements de la Loire. Ça permettait une compréhension supplémentaire. Mais en fait, l'idée de pouvoir récupérer des photos, justement, sur ces différentes étapes et de les travailler ensuite, ça permet de refixer la mémorisation de l'élève, c'est clair, et qu'on puisse travailler ensuite sur ces éléments. Marie Cambonne, je vous laisse peut-être réagir parce qu'on a évoqué avec Marie-Christine Ergot rapidement le fait que voilà, peut-être le numérique, on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Est-ce que vous qui vous intéressez aussi au public, est-ce que c'est quand même un élément de motivation de la visite, notamment chez les jeunes? Alors là, j'enfonce un peu la porte ouverte ou le cliché, puisqu'on dit souvent que le numérique permet donc à la fois de s'adresser à un public plus jeune et puis de motiver ce public plus jeune, ce qui est peut-être pas exactement pareil d'ailleurs.
Oui, effectivement, c'est des promesses hein, qu'on octroie au numérique de manière assez régulière, qu'on retrouve dans les médias, dans les politiques culturelles, parfois, ou comme dans les injonctions à développement du numérique dans les musées, pour toucher des jeunes. Quand je fais des enquêtes, lorsque j'ai fait des enquêtes, je n'avais pas toujours un public jeune sous la main à solliciter, ou alors c'est souvent les parents qui vont parler à la place des jeunes, donc on n'a pas trop de retours, mais en tout cas, dans mes promotions d'étudiants qui sont de jeunes adultes, hein, qui ont entre 18 et 22 ans, on voit vraiment que ce n'est pas parce qu'il y a eu du numérique et une installation numérique au musée qu'ils sont venus. En revanche, lorsqu'ils y vont, ils les utilisent et ils apprécient en général parce que ça leur a vraiment permis de découvrir peut-être une autre manière de voir, d'approfondir, de montrer ce qui a disparu, de valoriser des choses qui... Parfois, on voit aussi les coulisses, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant grâce... et qui intéresse un public jeune au-delà de ce qui est présenté lors de l'exposition. Donc voilà, c'est vrai que je ne dirais pas que les jeunes viennent parce qu'il y a du numérique, mais en tout cas, ils sont usagers. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils utilisent aussi leurs propres outils numériques lorsqu'ils sont en visite. Ils vont utiliser évidemment ce qui est proposé par le musée, hein, que ce soit des dispositifs numériques, non numériques, enfin comme tout le monde, mais ils vont être ils vont très rapidement utiliser leur propre smartphone pour aller prendre une photo, la partager, pour ensuite éventuellement aller sur Wikipédia, parce que c'est leur réflexe, pour avoir des informations complémentaires sur ce qu'ils sont en train de voir. Ils vont vraiment aussi utiliser, et je pense que c'est ça qui est intéressant également, et quand on parlait tout à l'heure de pouvoir poursuivre après la visite, le numérique avec leurs propres outils, offre aussi des possibilités pour, pour explorer leur propre usage du numérique au sein de l'exposition après la visite. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est cet aller-retour du coup entre ce que propose l'établissement culturel et puis le propre équipement, soit de la classe, soit de l'élève. Antoine Roland, on vous a pas encore entendu, mais j'avais envie de vous demander si, selon vous, toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui le numérique conduit finalement peut-être à une atomisation de cette expérience au musée, c'est-à-dire entre les dispositifs immobiles, mobiles proposés par l'établissement, l'expérience amont ou aval avec son propre smartphone ou les dispositifs en classe. Est-ce que finalement, justement, quand on essaie de concevoir des outils numériques, il faut justement sortir un peu du simple cadre de l'exposition pour les concevoir? Oui, alors par rapport à ça, je vais m'insérer dans tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que globalement, le numérique est rarement autosuffisant et donc il s'intègre forcément à un ensemble d'autres médiations, donc qu'elles soient physiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient sensorielles, sensibles, etc. Donc forcément, en fait, quand on réfléchit à des dispositifs numériques, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient amont à la visite, qu'ils soient donc utilisables durant la visite ou après, il y a une nécessité finalement à avoir une approche beaucoup plus globale et à essayer d'articuler finalement en fait les différentes ressources, les différents dispositifs qu'on peut créer d'un point de vue numérique avec l'expérience physique, avec la présence en ligne d'un musée, avec tout un ensemble en fait d'éléments à prendre en compte qui sont essentiels, et avec peut-être aussi des usages et des pratiques, non seulement des jeunes, on a parlé des jeunes, mais aussi autre dimension, peut-être des enseignants. Puisque quand on parle notamment de public scolaire, on parle entre guillemets, sans être provocateur, mais de public captif, c'est-à-dire en fait de publics qui reçoivent tout un ensemble de savoirs et de contenus de façon intermédiaire par un enseignant. Donc finalement, nos premiers clients, nos premiers publics, ce sont aussi les enseignants. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, je vous laisse continuer peut-être là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu plus une idée de ce que sont les besoins ou les attentes des enseignants par rapport à ces dispositifs numériques? Est-ce que finalement, les musées ont des éléments là-dessus? Vous avez des éléments là-dessus? Est-ce qu'on fait des comités peut-être de public pour en savoir plus? Quel est l'état des connaissances, ou c'est justement difficile de faire remonter cette information? C'est un vrai enjeu, en tout cas pour la plupart des différents musées avec lesquels j'ai pu travailler. Il y a vraiment
cette volonté de s'intégrer dans des programmes académiques, donc de coller en fait finalement à des besoins, notamment académiques tout simplement. Mais par contre, une difficulté à arriver à atteindre les enseignants, notamment parce que le relais via les rectorats ou les académies n'est pas forcément idéal pour pouvoir toucher de façon plus personnalisée en fait les différents enseignants, pour mieux les connaître. Et donc, il semble nécessaire effectivement de prendre, d'arriver à mieux saisir leurs besoins, leurs usages. Et de plus en plus, on assiste à une volonté de la part des musées, effectivement, de créer des comités d'usagers, de créer de faire des focus group, d'inviter donc des enseignants à venir partager leurs besoins, leurs contraintes, leurs usages, leurs pratiques. On l'a fait, par exemple, récemment avec le Musée national de la Marine, où l'idée, c'était, dans le cadre de la réouverture du musée qui est prévue en 2023, d'inviter un ensemble d'enseignants pour leur présenter le dossier pédagogique qu'on envisageait, pour pouvoir l'améliorer, l'affiner en fonction des usages qu'ils en font. Donc, on a besoin, en fait, finalement, d'avoir ce lien avec les enseignants pour arriver à mieux les connaître. Et les exemples sont nombreux au-delà de celui-là. Merci. Marie-Christine Ergaud, je vous redonne la parole peut-être par rapport aussi à cette question de la multiplicité des canaux en fait, pour atteindre son public. Aujourd'hui, vous, quand vous concevez une exposition, bon, il y a le parcours de l'exposition, le message, mais il y a l'après aussi exposition, et puis tout ce qu'on a dit aussi sur peut-être le smartphone de chacun. C'est vrai qu'il y a une exposition actuellement à la Cité des Sciences qui propose une appli de visite. Alors, est-ce que c'est pas difficile quand on conçoit comme ça une exposition comment dire, de savoir que faire de cette multiplicité et justement aussi quand on veut peut-être non pas remplacer l'école parce qu'on sait pas le cas, mais avoir un discours cohérent, un message cohérent et facilement accessible en fait pour le public scolaire. Alors effectivement, on ne cherche pas du tout à remplacer l'école parce que ce serait quand même ambitieux et prétentieux. Alors la multiplicité du numérique dans l'exposition elle-même, c'est pas si compliqué que ça en fait, puisque ça va être un outil comme un autre, hein, comme le graphisme, comme une maquette, comme etc. Après, il y a les outils de personnalisation de visite, par exemple dans l'exposition, qui peuvent donner lieu à justement, on retrouve ce que l'on a fait, sa propre visite, et si l'on a contribué, comment on a contribué. Vous pouvez donner un exemple peut-être, si vous en avez un en tête? Oui, j'en ai en tête, par exemple, un atelier de coloriage dans Bio-Inspiré actuellement, où on peut scanner son dessin. Alors là, c'est une contribution sur place, mais on avait fait la même chose un petit peu dans Mutation urbaine, où on faisait sa carte mentale de Paris et on pouvait la continuer chez soi et la renvoyer via le site internet perso en fait, du visiteur. Ça, la personnalisation de la visite, c'est quelque chose auquel on croit. Il faut un outil pour cela qui fonctionne et que l'on fiabilise, mais c'est quelque chose auquel on croit et qui a montré que ça fonctionne bien et ça peut être de fait un outil, en entendant tous les enseignants, là, un outil qui soit approprié vraiment par les enseignants pour ensuite continuer à travailler sur ce qui a été fait dans les expositions. Le côté mobile, tablette, smartphone, enfin smartphone en tout cas, effectivement, il y a l'expérience actuellement à la Cité sur une exposition. On ne s'interdit pas effectivement de faire des expériences avec des nouveaux outils. Rien de mieux pour savoir si ça fonctionne avec le public, comment il le reçoit, etc., d'expérimenter. Donc, on ne s'interdit pas. Bon, et peut-être que le smartphone, finalement, il y en a qui ont des smartphones, il y en a qui n'en ont pas. Du coup, comment on donne accès à tous? Il faut penser à ceux qui n'en ont pas, donc une version papier du même jeu, etc. C'est encore en évolution, sans aucun doute, par rapport à la façon dont ça peut être exploité dans les expositions. On s'interroge, est-ce que c'est un plus de contenu? Est-ce que c'est une
une posture de visite où je vais regarder mon smartphone, mais si je regarde mon smartphone, est-ce que je regarde ce qu'il y a dans l'exposition? Donc on peut se demander, bon ben voilà, pourquoi est-on là? Donc il faudrait que ce soit en fait vraiment un plus qui n'empêche pas le collaboratif, parce que c'est aussi un outil individuel. C'est aussi une chose dont je voulais parler. Le numérique nous permet, à nous, muséographes, des fois justement de favoriser le collectif. Alors, c'est pas forcément évident ça, parce que justement, on pense plutôt numérique égale expérience individuelle, et puis je laisserai peut-être aussi la parole ensuite à Emmanuel Mogard là-dessus, mais justement, dites-nous comment vous pouvez concevoir du numérique. Alors, on a parlé de sciences participatives, là, c'est le collectif au sens de la recherche. Oui, là, je fais quelque chose tout seul. Mais la collaboration. Et voilà, la collaboration physique dans une exposition, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, en tant que muséographes, parce que après tout, c'est une expérience et c'est aussi une expérience qui peut être d'échange, même si c'est rapide et ça reste. Voilà. Au sein même de l'exposition, ben, ça peut être simplement quelque chose, alors là, qui physiquement a l'aspect, par exemple, d'une table et on se met autour et puis on va pouvoir, grâce au numérique, alors ça peut s'apparenter à un jeu de plateau, mais le jeu de plateau, en fait, ne permet pas, à moins de ce dont je parlais tout à l'heure, de degré de liberté par rapport à ce qu'on va pouvoir faire et en termes de complexité aussi. Alors, vous l'aviez expérimenté, je crois, sur une exposition ancienne, maintenant Océan. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'on se rende un petit peu compte, parce que c'est vrai que c'est d'autres dispositifs qu'on doit trouver ailleurs. Une table de vote sur des scénarios d'un futur proche par rapport à un territoire qui se dessinait au fur et à mesure sur la table. Et comme c'était dans un contexte de faire des choix aussi bien sociaux, économiques et environnementaux pour le futur de ce territoire par rapport à la montée des eaux, ce type de choses, on est resté dans quelque chose qui... Le numérique nous permettait d'abord d'être autour, à 4, donc autour. Quand on dit 4, ça peut être 8, hein, parce que souvent, il y a une personne et puis une personne qui est derrière avec cette même personne et qui lui dit bah, fais ça, enfin, voilà. Pour ne pas dire quelle personne. On a vu des personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont joué ensemble parce qu'il s'agit et qui débattaient le temps du jeu, parce qu'il s'agissait donc de faire des choix comme si on était maire de ce territoire ou quoi, ou dans un conseil municipal. Alors ça permet de contextualiser. Et en plus de ça, ce qui était intéressant et ce que permet le numérique dans ce cadre-là, c'est d'être un peu nuancé dans les réponses. Il y a pas, dans ce cadre-là, vous imaginez bien, il n'y a pas la bonne recette et la mauvaise recette. Non, on peut nuancer. Et donc, c'est toujours, bah ouais, ça, ce choix, il est pas mal pour ça, mais pour l'environnement, c'est pas génial, etc. Donc, ça nous permet une profondeur, des fois, dans les contenus, une complexité, et puis aussi de favoriser, pourquoi pas le collectif, mais ça peut être aussi des choses un peu plus immersives, avec des Kinect, etc. Machin. On va faire apparaître des choses. Et là, on peut se retrouver dans des salles un peu plus grandes où c'est un peu plus voilà, immersif aussi. Alors, Eva Sandry, je vous laisse la parole peut-être sur cette question du partage. Alors, est-ce que finalement le numérique permet une expérience partagée, démultipliée, ou est-ce qu'on est souvent renvoyé à l'individuel? Et vous qui avez beaucoup travaillé sur les injonctions qui sont faites aux concepteurs et muséographes d'utiliser du numérique, est-ce que ça fait partie peut-être des craintes que peuvent avoir les concepteurs d'exposition de louper peut-être cette case collaboration? Alors tout à fait, c'est vraiment des questionnements qui sont au cœur des logiques de conception d'outils numériques, à savoir tout simplement de cette maxime en fait qui dit que plus c'est interactif et numérique, plus c'est individuel. Et finalement, j'ai observé sur le terrain que c'était un petit peu plus nuancé que ça. Est-ce que vous pouvez dire sur quel musée vous avez travaillé? Comme ça, on a des exemples précis, c'est Oui, toujours mieux. oui, bien sûr. Alors moi, j'ai suivi la rénovation du musée Honor-Laten, qui est le musée des cultures provençales à Arles, dans le sud-est de la France, et qui mettait en place notamment des dispositifs sonores et des dispositifs de table tactile multitouch, c'est-à-dire que plusieurs personnes pouvaient toucher en même temps. Et il y avait une crainte en fait du musée du fait que ce soit des usages uniquement individuels, mais en fait on s'est rendu compte que même si c'était par exemple une personne qui allait utiliser le dispositif, parce que c'était
plus logique pour une personne. Les personnes autour allaient regarder, allaient demander à la personne qui utilisait de faire certaines choses. Donc, en fait, on allait avoir un échange qui allait se créer. Ou au contraire, ça pouvait être de mettre des écouteurs pour écouter et ensuite un visiteur qui allait demander à d'autres visiteurs d'écouter également. Il y a aussi des choix techniques qui ont été faits pour justement limiter les écouteurs individuels et mettre un son qu'on peut voilà, entendre, enfin, des enceintes pour que tout le monde entende le son et Ou des alors espaces immersifs. du son Du dirigé son aussi, directionnel. ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Du son directionnel. Il y a également dans ce musée toute une réflexion sur des petits jeux vidéo qui sont imbriqués dans des tables tactiles verticales où on peut être, donc une personne joue, mais les autres regardent et commentent également. Donc finalement, on se retrouve avec un résultat nuancé, à savoir que effectivement, on peut avoir une individualisation, mais qui amène au dialogue, qui amène à l'échange, qui amène aussi à la compétition pour les jeux vidéo, de vouloir les faire à plusieurs ou les faire à tour de rôle. Donc finalement, voilà, comme l'indiquait Marie Cambone tout à l'heure, on a beaucoup de promesses sur un tout numérique salvateur ou au contraire qui serait problématique. Mais ce qu'on voit au niveau des logiques de conception, tant des usages, ce sont des pratiques multiples pardon, qui s'ajustent. Et encore une fois, peut-être la meilleure solution, c'est la diversité en fait des outils qui permet un ajustement, une appropriation par les visiteurs. Merci. Emmanuel Mogard, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à cette question de l'individuel et du collectif? Parce que je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Voilà, est-ce que le musée, c'est le temps du collectif ou le temps de l'individuel et ensuite, dans la classe, on revient au collectif? Ou est-ce que vous arrivez à mélanger les deux? Ça doit dépendre des musées, j'imagine. Ah, on ne vous entend pas, il faut rallumer votre micro. Ouais. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'abord, l'idée de penser à une version papier, en fait, pour des élèves à difficultés particulières, de faire en sorte que chacun puisse travailler. On a des élèves qui ont des problèmes de lecture. Donc là, par rapport à ça, il peut avoir un plus. Moi, je me dis que justement, avec cette idée de diversification de parcours, moi, quand je vais dans un musée, j'aime bien mettre les élèves par groupe, justement, pour qu'ils coopèrent. Et que, en fait, en créant un parcours muséal, en fait, que chacun, qu'il y ait différentes étapes avec différents types d'outils, comme on a pu voir, et que grâce à ça, on peut donner des différentes responsabilités à des élèves pour arriver à un résultat final, en fait. Et que si chacun joue son rôle, on va y arriver. Donc, par rapport à ça, le numérique dans un musée peut avoir des apports très importants. Et je trouvais intéressant aussi l'idée de ne pas avoir suffisamment de micros pour que les personnes s'échangent. Moi, j'ai un souvenir justement de table où il y avait avec un joystick où on se promenait dans une ville reconstituée. Et comme il n'y avait pas assez de place, on s'est arrangé pour que les élèves puissent se mettre par groupe et échangent et discuter ensemble. Donc, en fait, là, le numérique est un vecteur de collaboration, de coopération. Et là, je trouve que ça prend tout son sens dans cet élément-là. Et c'est vrai qu'il y a une nécessité justement qu'on puisse échanger. Moi, quand je vais dans un musée, j'aime bien me l'approprier, le modifier par rapport à la façon dont je perçois mes élèves, aux difficultés que je vois et à l'objectif que j'ai. Donc, si on fait une proposition avec une diversité de parcours, j'aime bien piocher dedans, en fait, pour créer ma propre expérience. Donc, à la limite, je parle de coopération, mais là, je vais faire un côté individuel. Je m'adapte à ma classe et je crée mon parcours en fonction des propositions du musée. Et ce que je trouve important aussi, c'est de leur faire comprendre, quand il y a l'utilisation d'un outil, d'essayer de les faire réfléchir sur le design qu'a pu créer le musée, pourquoi il a fait comme ça, quel message je veux faire passer, en fait. Que si on passe par du numérique, par exemple, pourquoi ils ont choisi cet outil et qu'est-ce qu'il y avait derrière, qui réfléchissent justement sur ce type d'interprétation. Vous avez un exemple en tête d'outils comme ça que vous avez pu interroger dans un parcours d'expo? Moi, je dirais que même, ne serait-ce que la façon dont un musée va être sonorisé.
dont un musée va être, où il va avoir de la lumière, des espaces. Il y a une bonne démonstration à Caen, on voit que quand on pénètre dans le musée, plus ça va, plus on va vers la noirceur, avec des éléments de son qui permettent, on va vers les années noires, donc là, vers la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ces éléments-là, ils le ressentent. Et même dans certains cas, des élèves qui sont plus sensibles à ça, moi j'ai eu une élève une fois qui avait du mal, qui était extrêmement sensible à la façon dont c'était scénarisé, je n'en étais même pas rendu compte justement sur l'élément prégnant justement des salles et la façon dont ils avaient été aménagés, sonorisés et comment on pouvait s'immerger à l'intérieur. Donc là, il y a des éléments importants et justement, je trouve ça très important cette idée d'échange parce qu'on ne voit pas forcément la même chose et quand on échange, ça permet d'enrichir l'expérience. Donc pour vous, questionner la scénographie, c'est un élément de la visite en fait en tant que tel. Je pense que c'est un élément de compréhension pour s'approprier un musée et comprendre ce qu'on apprend en fait. Ça fait partie de l'apprentissage. Comment vous poursuivez ensuite, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous parliez d'images fixes versus les dispositifs numériques dans une exposition. Comment on poursuit le travail en classe? Parce que le dispositif numérique, il a souvent aussi ce côté un peu ludique et éphémère, vraiment dans le temps, dans le temps du musée. Est-ce que vous utilisez par exemple les ressources en ligne offertes de plus en plus, et on va en parler par les musées, notamment à la faveur de l'épidémie, mais est-ce que vous utilisez toutes ces ressources qui sont en ligne ou qui sont voilà, comment vous organisez l'après-exposition? Parce que souvent les enseignants, il y a ceux qui préparent la visite, mais il y a ceux aussi qui capitalisent plutôt après la visite, le côté pédagogique. Ça peut m'arriver justement d'utiliser soit les tablettes. Étant en collège, on avait des tablettes, mais là, on peut autoriser les smartphones, heureusement, pour prendre des photos, pour qu'ils puissent récupérer les informations qu'ils ont pu trouver pour pouvoir les réemployer. Mais c'est vrai que la difficulté quand même, avec des expériences numériques, c'est que dans certains cas, c'est tellement coûteux dans l'utilisation que ce n'est pas évident qu'ils puissent mémoriser et développer leur apprentissage de manière suffisante. Qu'est-ce que vous voulez dire par coûteux en termes cognitifs, vous voulez dire? En termes cognitifs, oui, ça peut être que l'usage de l'outil va être coûteux, ce qui fait qu'ils vont pas forcément, ils vont laisser passer certaines informations ou ne pas les fixer. Et l'idée de pouvoir revenir dessus, ça peut être, enfin, c'est essentiel. C'est pas que ça peut être, c'est essentiel. Donc, soit avec un élément qu'on a en ligne qui permet de revenir. Moi, je crois que l'élément d'image fixe, j'ai fait dans certains cas, j'utilise de temps en temps de la vidéo, mais j'aime bien utiliser justement des éléments d'image fixe pour qu'ils puissent se permettre de s'imprégner des éléments qu'ils ont vus. Et c'est plus facile d'utiliser une image fixe pour certaines choses, parce que justement, on peut prendre le temps de la regarder. Donc là, l'idée de renvoyer quelque chose qu'on a vu et qui était très interactif et de manière à se concentrer sur certains éléments, je trouve ça essentiel justement. Parce que l'apport du musée, en fait, c'est on se prend une masse d'informations, une masse d'immersion, et après, le fait de réutiliser des moments clés après coup pour travailler sur un thème, c'est un apport nécessaire pour s'approprier la connaissance qu'on a acquise lors de la visite. Alors, c'est intéressant dans ce que les musées peuvent ou pourraient proposer justement comme ressources post-exposition. Antoine Roland, je voulais vous laisser la parole là-dessus sur justement ce côté, ce caractère fixe versus interactif. Il y a des dispositifs qui existent parfois que vous concevez justement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, alors ce que dit Emmanuel, effectivement, est assez intéressant dans le fait que finalement, il y a tout un ensemble d'outils qui peuvent permettre de fixer un peu plus la visite et de la prolonger. Et ils se sont pas mal enrichis, notamment ces dernières années. Je pense aux visites virtuelles, où il y a eu beaucoup de visites avec médiateurs à distance via des solutions de visioconférence qui sont développées.
notamment, je pense au Centre des monuments nationaux, puisque Patrick Bergeot est dans l'assistance, ou des ateliers aussi qui ont été proposés à distance. Je pense aussi notamment à Océanopolis. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait Eva Sandry, c'est finalement la richesse de l'approche, c'est vraiment la diversité des outils qu'il peut leur procurer, où en fait on mélange à la fois des moments collectifs en visio avec un atelier à distance, avec des exercices individuels à réaliser sur papier en classe, avec des moments d'échange aussi en classe et avec le médiateur à distance. Enfin, donc il y a différents moments comme ça qui sont créés et qui peuvent venir enrichir ou prolonger une visite. Et je pense aussi que vous me posez la question par rapport au fait, à des projets, par exemple, comme des mallettes pédagogiques qui se développent de plus en plus dans les musées sous des formats en fait, à la fois physiques ou numériques. On en a développé une récemment avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme et l'Institut du monde arabe, qui est sorti au mois de juin l'année dernière, où l'idée, c'était effectivement de pouvoir soit préparer ou prolonger la visite, en présentant les différentes œuvres qui allaient être parcourues ensuite par les élèves dans le cadre dans les collections de ces différents musées. Donc, à travers une liste d'objets, est-ce que vous savez si cette mallette est plutôt utilisée en amont ou en aval, ou c'est difficile de le savoir, hein? Pour l'instant, on n'a pas encore de retour vraiment d'usage par rapport à ça. Donc, c'est une mallette qui prend le parti. Vous pouvez la montrer, je crois que vous l'avez près de vous, du coup. Je vous laisse. Ouais, donc, c'est finalement une mallette physique. Et à l'intérieur, vous avez une clé USB et puis tout un ensemble en fait, de supports aussi papier pour permettre une accessibilité en fait, totale. C'est-à-dire que tous les contenus qui sont présents, notamment dans la clé USB, sont aussi accessibles en version papier pour les enseignants qui potentiellement en fait, auraient peut-être plus de difficultés à manipuler certains contenus multimédia qui sont présents dans cette clé. Et dans cette clé, vous y retrouvez en fait des couples d'œuvres. L'idée, en fait, c'est de varier vraiment les approches avec des approches par l'objet, donc vraiment avec une vocation muséale, des approches par thématique ou des approches aussi par des exercices, par des quiz, par tout un ensemble en fait de propositions d'entraînement comme ça en fait avec les élèves pour permettre d'être un peu plus actifs par rapport en fait à la découverte des collections. Merci. Marie Cambonne, est-ce que vous souhaitez réagir? Parce que je sais que vous aviez fait des enquêtes de public au Louvre notamment, et par rapport à ce que permet le dispositif numérique pur et dur. Est-ce qu'on sait s'il y a une réutilisation derrière, à partir du moment où le numérique est utilisé, des supports pédagogiques peut-être plus traditionnels ou plus physiques des musées? Vous avez des réponses là-dessus? Le lien était difficile dans le cadre du Louvre à faire puisqu'on avait des dispositifs en salle, enfin on a toujours des dispositifs en salle qui sont vraiment dédiés à un public plutôt adulte. Et par exemple, je vais faire une petite aparté, mais c'est vrai que parfois la hauteur des tables fait qu'elles sont difficilement accessibles à un public plus jeune. Il faudrait des marches et dans le cadre de scolaires qui seraient un peu vraiment plus jeunes, on a une table qui est trop haute pour eux, alors que le contenu peut être tout aussi intéressant pour eux. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu énormément de développement d'outils qui sont faits pour préparer la visite, pour la poursuivre, mais aussi pour que je crois que c'est intéressant dans ces outils, qu'ils soient pendant, après ou avant, pardon, j'y arrive plus, c'est qu'ils puissent être aussi, il y a la dimension pédagogique et didactique telle qu'on a l'habitude de l'avoir à l'école avec des exercices, avec des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage, mais il me semble que certains dispositifs numériques, notamment immersifs, permettent également de toucher de manière différente des publics scolaires, puisque c'est le cas ici, avec une mobilisation des différents sens. On a tout à l'heure parlé des émotions, des ressentis, et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui va peut-être aussi apporter une autre vision du musée dans un cadre scolaire qui dépasse un petit peu l'apprentissage d'un contenu et qui permette, que ce soit de l'art ou de la science, de pouvoir expérimenter, de pouvoir ressentir, de pouvoir éprouver aussi physiquement un certain nombre de choses. Et dans ce cas-là, c'est souvent du numérique en fait, qui est discret.
C'est-à-dire que c'est une technologie numérique qu'il y a derrière, mais il n'est pas forcément toujours tactile, etc. On peut avoir, on parlait des douches sonores tout à l'heure, mais voilà, on peut avoir des dispositifs qui sont très discrets et qui permettent pendant la visite d'avoir ces autres dimensions qui vont être touchées. Et avant et pendant, dans les mallettes pédagogiques, il y a aussi on peut aussi avoir au dossier pédagogique des sensibilisations justement à ce type d'approche à développer et à déployer pendant la visite. Donc finalement, pour préparer aussi à une approche qui est peut-être moins académique. Marie-Christine Ergaud, je vous vois opiner du chef, peut-être vous souhaitez réagir. Il faut rallumer votre micro. Oui, tout à fait, parce que c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure sur je sais pas, des éléments un peu plus immersifs avec des Kinect ou qui vont prendre Alors qu'est-ce que c'est les Kinect? Ah, pardon, oui, alors sortons du jargon. Excusez-moi, mea culpa. Ce sont des outils numériques qui permettent, avec des capteurs de différentes sortes, hein. Moi je ne suis pas technicienne, mais qui vont permettre de prendre par exemple l'enregistrement des mouvements d'un corps dans un espace et faire apparaître quelque chose en fonction de ce mouvement du corps ou quoi. Donc effectivement, c'est du numérique discret. Nous, notre intérêt, là, c'est... De toute façon, on ne cherche pas non plus à ce qu'il y ait des écrans dans une expo. À la limite, si ça disparaît et si ça devient magique, c'est encore mieux. Donc, c'est du numérique discret. Par exemple, voilà, je ne sais pas, tous ces usages de capteurs qui vont faire... on passe devant quelque chose et un son va se déclencher et on va s'adresser à vous. Vous, visiteurs. Ah, vous, ah bah tiens, bonjour, t'es là, rien que ça. Et là, nous, tout ça, ça nous intéresse parce que effectivement, c'est quelque chose. Alors, le contenu n'est pas exceptionnellement pédagogique, j'en sais rien, mais en tout cas, il est dans le ressenti, il est dans l'expérience, il est dans le souvenir aussi. Tiens, je me souviens, ça, je l'ai fait, c'était amusant, on était plusieurs, et puis ça bougeait en même temps. Bon, voilà, ça peut paraître superficiel pour certains contenus pédagogiques ou certains enseignements, mais il y a un souvenir qui va se créer par rapport à cette expérience. Voilà, c'est pour ça que j'opinais, parce que j'étais tout à fait d'accord. Et vous avez raison de préciser que numérique n'est pas forcément égal à écran. C'est vrai qu'on a tendance un peu à le réduire à ça. Eva Sandry, je vous vois également. Je vous laisse la parole, puis après on va passer aux questions si vous voulez bien. Oui, j'opinais du chef parce que j'étais tout à fait d'accord avec les deux précédentes interventions. Et c'est d'ailleurs le principal résultat en fait, de ma thèse sur la rénovation du musée Honoré-Laten à Arles et puis les études des musées québécois à Montréal. C'était la volonté d'aller vers un numérique discret, en fait, où le contenu et l'expérience qu'on va vivre prend le pas sur la matérialité du support pour éviter justement ce solutionnisme technologique, cette impression que c'est l'outil qui fait, alors qu'en fait, c'est l'agencement des contenus. Et j'ai très souvent entendu les professionnels parler de cette discrétion, d'un numérique plutôt modéré, plutôt vraiment pertinent, où on penserait d'abord l'expérience de l'utilisateur avant l'aspect potentiellement innovant et attractif de la technologie. Et effectivement, c'est vrai qu'on a un peu cette représentation sociale d'imaginer un écran tactile aujourd'hui quand on parle du numérique, parce que ce sont les usages quotidiens et publicitaires les plus médiatisés. Mais effectivement, le numérique au musée, il y est depuis les années 70 en fait, depuis, enfin voilà, les audioguides, les CD-ROM, les premières bornes. Donc, en fait, il n'a fait que accompagner l'évolution technologique de la société, s'y adapter. Mais c'est toute une multiplicité, une palette d'outils qui sont parfois utilisés en lien avec des objets tangibles, des fois dans des scénarios de jeux d'escape game. Donc, voilà, je trouve ça intéressant de ne pas voir uniquement le numérique en soi, mais plutôt comme un outil qui viendrait, comme les outils imprimés ou autres, permettre de perfectionner des outils de médiation. En tout cas, en s'appuyant sur cette idée que numérique renvoie beaucoup au multisensoriel plus qu'au spectaculaire. Il y a aussi cet aspect ludique, je pense quand même, qui est souvent privilégié à travers le numérique. Alors, il est déjà 17h50, donc pour les personnes qui souhaitent poser des questions directement aux intervenants, je vous invite à rallumer votre caméra.
Sinon, moi, j'ai plein d'autres questions à leur poser, mais donc, ne soyez pas timides. Et rallumez votre micro également, c'est à vous. Je vais attendre quelques petites minutes. Donc, je rappelle que le webinaire est enregistré et sera diffusé sur YouTube en replay. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, ne rallumez pas votre caméra. Est-ce qu'on a des questions ? Alors, Roselyne Prieur des cahiers pédagogiques, c'est à vous. Bonjour. Je ne mettrai pas ma caméra parce que j'en ai plus. Mais je voulais intervenir sur l'usage justement du numérique au musée et après le musée. Enfin, c'est plutôt, je voulais partager une expérience, la visite du Muséum d'histoire naturelle à Berlin, dans lequel j'avais suivi, je suis prof de SVT, et j'avais visité la partie sur les dinosaures. Et là-bas, j'avais la possibilité, avec mon téléphone, de regarder les vidéos après, avant, pendant, en français, comme je voulais. Et je me disais que c'était idéal pour reprendre après avec mes élèves. Bon, je n'étais pas avec mes élèves, évidemment, mais ça aurait été idéal pour reprendre avec mes élèves quelques explications, faire un focus sur un animal, un objet vu. Là, et je trouvais ça vraiment très pertinent. C'est pas grand-chose, c'est juste chacun sur son téléphone ou sur sa tablette, mais déjà, c'est un bel accompagnement. Donc, c'est de pouvoir reprendre les vidéos qui sont au sein de l'expo, en fait, d'avoir voilà, un double numérique. Là, il s'agissait tout au long de l'expo, à chaque animal, à chaque objet montré, il y avait un QR code, des vidéos qu'elle est avec, des textes, tout un tas d'informations en plus. Donc, ça permettait vraiment d'augmenter la visite. Alors justement, vous l'avez dit, c'est justement ça la réalité augmentée, je crois. Antoine Roland, je ne me trompe pas, c'est quand on a un dispositif qui permet d'épaissir l'expérience dans l'exposition elle-même. Oui, voilà, l'idée, en fait, c'est effectivement de pouvoir apposer un ensemble de contenus virtuels ou numériques qui a une expérience vécue et qui réagit, qui interagit finalement avec cette expérience. Au contraire de la réalité virtuelle qui vous immerge en fait dans une réalité complètement virtualisée pour le coup. Marie-Christine Ergaud, est-ce que c'est des choses qu'on a aujourd'hui à la Cité des Sciences au Palais de la Découverte, cette réalité augmentée comme le décrit Roselyne Prieur, puisqu'elle parlait de sciences et de biologie, donc je vous passe. Réalité augmentée, on en a fait sur une exposition qui s'appelait Valérian, par exemple. Et réalité virtuelle aussi à travers les casques. Alors, à travers les casques, c'est pas si facile. En libre service, il y a plein de questions sanitaires, voilà, etc. Mais la réalité augmentée, ça fonctionne? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors, c'est vrai que l'usage, par exemple, pour des musées d'histoire ou d'archéologie est assez évident. De se replonger dans le passé à partir d'un objet ou quoi. Je pense que oui, on s'autoriserait à l'utiliser. C'est toujours pareil, nos choix de médias, c'est vraiment, voilà, on veut faire passer tel contenu. Alors, est-ce qu'on aurait un objet? Est-ce que cet objet, il serait intéressant d'en faire une réalité augmentée? C'est assez coûteux quand même de développer la réalité augmentée. Il y a ça aussi. On a un contexte budgétaire quand on développe une exposition. Il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, parce que ce sont autant de contenus en plus, quoi. Voilà. Maintenant, moi j'ai entendu deux choses dans ce que disait Madame Prieur, je crois. De récupérer les textes des expositions, les vidéos et tout ça, oui, on l'a fait et je pense qu'on le refera, en fait, cette possibilité Et puis les QR codes donnent un accès facile, donc bon, voilà, c'est intéressant. Alors, c'est pas nous, forcément, muséographes, qui développons l'après. On est une grosse maison, la Cité des Sciences et au Palais. Donc, c'est pas forcément les mêmes services, mais néanmoins, bon, tout ça, c'est une offre
tout cas pour vous, extérieur, qui est global. Donc, j'ai quand même noté des petites choses et j'entends bien que c'est pour des enseignants intéressant de pouvoir avoir accès à cette globalité après. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous êtes quand même assez nombreux ce soir, donc n'hésitez pas, même si c'est un partage d'expérience, hein, ça nous intéresse évidemment, vu le sujet du jour et les différentes compétences de chacun. Allez-y. Sinon, moi, j'avais une petite question par rapport à l'effet épidémie, même si on n'en est pas sorti. Est-ce qu'on voit, enfin, en tout cas, moi, je lis des articles là-dessus, sur la démultiplication des dispositifs en ligne. Emmanuel Mogard, vous qui avez continué à être enseignant pendant l'épidémie, est-ce que finalement, vous êtes allé moins au musée, mais plus au musée sur Internet? Est-ce que ça change tout ce qu'on trouve maintenant sur la toile, sur les sites des musées, par exemple, les visites virtuelles? Est-ce que ça devient un réflexe, une opportunité ou pas du tout? Cette année, j'ai pu retourner au musée. L'année dernière, je n'ai pas pu y aller. Et c'est vrai que ce n'est pas la même expérience, en fait, parce que l'idée, c'est de prendre... quand on va au musée, on prend le temps de s'arrêter et on prend le temps de s'immerger dans les différents éléments qu'on a pu voir, en fait. On va pouvoir travailler sur l'expérience sensible qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc là, c'est d'une richesse importante et c'est un moment autre, en fait. Et on s'aperçoit aussi que moi, ce qui me surprend, c'est que je vois des enfants, surtout avec le confinement, qui ont plus de mal à être concentrés sur un élément et qui ont plus de mal à passer du temps sur une œuvre. Donc justement, l'aspect numérique peut leur permettre d'aller vers l'œuvre et de passer du temps dessus. Et même l'aspect numérique, vous voulez dire en ligne ou l'aspect numérique au musée? Au musée. Pour moi, il doit être complémentaire parce que le danger, c'est de ne plus aller au musée, en fait, ne plus aller vers l'œuvre et prendre que des éléments à distance. C'est quand même une rencontre différente d'objets ou d'outils ou différentes choses. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve que justement, dans ce cadre-là, qu'on puisse emmener les élèves dans ce lieu, à la rencontre d'objets qu'ils n'auraient pas vus autrement. Alors, on a une question dans le chat qui peut-être peut faire la suite également par rapport aux outils proposés à distance. Alors, je ne sais pas, Antoine Roland, est-ce que vous, qui êtes au cœur du sujet aussi, vous observez une explosion de l'offre à distance, bien évidemment, mais sous quelle forme et pour quel public? Là, la question, c'est aussi, on parle des médias ou dispositifs mis en place à distance, spécifiquement pour les scolaires. Est-ce que c'est comme ça que réfléchissent vos clients aujourd'hui? Oui, alors il y a eu différentes choses qui ont été impulsées par la crise sanitaire, hein. Tout à l'heure, j'évoquais les ateliers ou les visites en ligne à distance. Alors, un atelier en ligne, c'est quoi? C'est un médiateur qui va prendre un temps, une visioconférence, en fait, c'est ça? C'est ça. Donc, ça peut être sous ce format-là, donc, où là, il y a une médiation humaine, hein, qui est active. Et en revanche, on est à distance. Voilà. Donc ça s'est beaucoup, beaucoup développé, notamment à partir de la fin 2021, où on a eu tout un ensemble d'instituts culturels qui donc se sont positionnés sur ce champ. On a des visites virtuelles qui peuvent se réaliser de façon autonome, donc notamment avec des reconstitutions d'espaces en 3D, qui sont quelquefois en termes d'expérience pas toujours très satisfaisantes. Mais qui existent. Il y a tout un ensemble de ressources qui n'avaient pas été forcément définies pour les enseignants, mais étonnamment, on s'en rend compte quand on fait pas mal d'ateliers avec les enseignants, c'est qu'ils les utilisent. C'est finalement toutes les ressources type podcast, type donc portail de collection, site web, et qui sont particulièrement utilisés, et les enseignants en sont plutôt friands. Et donc on se rend compte que globalement, en fait, l'offre pour les enseignants dans les musées est plutôt restrictive. Et finalement, les enseignants vont aller chercher d'autres ressources sur le site web pour enrichir finalement leur approche. Et la deuxième chose, je suis désolé, je fais des réponses un peu longues, mais qui est intéressante à constater, c'est que
Ces différentes ressources, elles sont souvent pensées en articulation effectivement, avec une visite physique. Mais de plus en plus, on réfléchit enfin, il y a une complexification de la médiation, c'est-à-dire que désormais, on va réfléchir à des actions de médiation aussi hors les murs, où on va, en complément, par exemple, d'une visite à distance, venir dans les salles de classe pour faire un atelier. Ah oui, donc là, en fait, on a un peu une inversion c'est-à-dire qu'on va faire, voilà, on va faire la visite principale en ligne et ce qui est d'habitude un peu l'à côté ou la presse sera fait en présentiel dans l'établissement scolaire, c'est ça? Exactement. Alors, potentiellement, c'est conjoncturel, à voir si ça perdurera. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la médiation s'enrichit de plus en plus. Il y a comme une sorte de maturité finalement sur ces usages-là de la part des professionnels de la culture et des professionnels de l'enseignement, où on arrive à mixer de plus en plus les différentes formes et ça crée des choses assez intéressantes. Marie-Christine Ergot, par rapport à ce qu'a fait la crise sanitaire, même si faut savoir aussi que comment dire, l'échelle de temps pour une exposition, c'est 2 ans avant. donc voilà, peut-être les expositions de 2021 n'étaient pas prévues pour, pour faire face à cette épidémie, mais peut-être voilà, il y a des choses qui ont été adaptées ou pensées d'ores et Oui, déjà. tout à fait. Alors, c'est pas c'est un autre service qui s'en charge, mais effectivement, il y a eu quand même la mise en place de fait, hein, parce qu'il y avait des expositions qui s'ouvraient entre 2 confinements, donc c'était un peu dommage d'ouvrir une exposition sans visiteurs. Et donc, il y a eu la mise en place de jumeaux numériques, on pourrait appeler ça. Alors, pareil, là, c'est un peu, on est dans une science expérimentale finalement, hein, nous, muséographes, enfin, ou offre de musée. Donc, soit une visite de l'exposition filmée, soit un complément à l'exposition maintenant qu'on peut retourner dans les expositions, c'est ce qui se propose sur Banquet, soit pour une exposition basée sur vraiment de l'interface numérique, comme Renaissance actuellement à la Cité. C'est vraiment le jumeau numérique, c'est-à-dire que on a la plupart des médias qui sont dans l'exposition, on les a sur la version numérique de l'exposition. Presque comme si on y était, puisque cette exposition est principalement numérique. Alors, on peut faire le jeu qu'on fait en physique, on peut le faire avec son smartphone, du coup on peut le faire en numérique. Donc il y a toutes ces tentatives, puis ça c'était vraiment pour les expositions qui avaient du mal à être visitées les 2 années qui viennent de passer. Et maintenant, on va continuer sans doute à faire des offres comme ça spécifiques, au-delà du site internet de l'expo, parce qu'en fait, chaque expo a toujours son site internet qui est un peu une présentation générale, hein, de l'exposition avec ses parties, etc. Et ça, c'est au-delà, c'est à côté, c'est une autre offre en plus qui se fait donc maintenant. Et ben, on va trouver ce qui fonctionne, ce qui fonctionne le mieux, ce qui est intéressant. Et puis aussi, ça s'adapte aussi selon les sujets d'exposition, etc. Et la médiation hors les murs, elle a eu lieu à Universcience ou vous ne savez pas du tout ça? Alors, je ne sais pas trop. Voilà. Je tentais le coup. C'est pas grave. Désolée de ne pas savoir tout ce qu'il Il faut dire que comme vous le rappeliez, c'est une grosse maison avec des équipes très, très spécifiques aussi. Roselyne Prieur, je vois que vous avez relevé la main. Je vous laisse la parole. C'était une réaction par rapport à l'expo Renaissance, justement, parce que pareil, j'ai vu qu'il y avait une petite appli, je me suis dit, chouette, on va pouvoir faire des choses après. Mais malheureusement, elle n'est pas réutilisable hors le contexte de la Cité des Sciences, donc c'est un peu compliqué, vous voyez. C'est-à-dire que l'accessibilité est liée à l'établissement au moment de la visite, c'est ça? Oui, c'est ça, elle est juste au moment de la visite. Marie-Christine Ergot. Je ne suis pas... Enfin, voilà. Vous n'êtes pas occupée de de cette expo-là. sur ce oui, d'accord. genre de choses. Quitte à avoir des outils, c'est vrai que ça peut être intéressant qu'ils soient... Là, c'était vraiment l'idée d'un jumeau numérique. Donc, d'ailleurs, il est payant. Hein, l'accès est payant. Donc, effectivement, c'est comme si on ne peut pas visiter l'exposition en vrai. On va visiter autre chose. Enfin,
faire une visite virtuelle d'autre chose. Oui, parce qu'il y a cette Donc là, question-là c'est une aussi. approche voilà, particulière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions sur ce sujet? Excusez-moi, Oui, allez-y. excusez-moi, parce que c'est juste par rapport justement Madame Prieur qui mettait de l'intérêt de remplacer le casque par le téléphone de chacun. Quand je parlais de casque de réalité virtuelle, je parlais vraiment des casques, vous savez, où qui vous prennent complètement et où on se trouve immergé dans un autre univers. Et donc, le smartphone ne peut pas offrir ça. Et quand je disais que c'était difficile, désolée, je n'avais pas compris. L'exposition, c'est parce que ce sont des casques souvent très fragiles, très coûteux, etc., qui ne sont pas faits en fait pour un accès libre, mais on l'a fait, on l'a tenté et on pourrait le retenter. C'est vraiment une expérience là, de réalité virtuelle, ce qu'on appelle réalité virtuelle. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que je pense que vous parliez d'autres casques. Est-ce que justement cette question du smartphone aujourd'hui, voilà, on peut aussi partir du principe que tout le monde a un smartphone, c'est peut-être un peu un pari risqué. Je ne sais pas comment vous le pensez, vous, Marie-Christine Ergaud, Antoine Roland. Les études montrent que tout le monde n'en a toujours pas. Enfin, voilà, donc c'est pas forcément un accès à tout le monde. Et en plus, on n'a pas tous les mêmes. Comment ça s'appelle Il y en a qui, voilà, les mêmes systèmes dans ces smartphones. Nous, si on développe quelque chose, ça va être sur Android ou sur machin. Et si on n'a pas le système, ça ne marche pas. Donc, c'est pas universel en fait encore. Antoine Roland, c'est une limite le smartphone. C'est pas, faut faire attention à cet outil qui paraît comme ça accessible, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Clairement, et puis il est revenu aussi en force avec la crise sanitaire, puisque c'était un moyen de pallier à l'arrêt de certains dispositifs interactifs ou dispositifs en salle qu'on ne pouvait plus forcément toucher. C'est apparu comme une sorte de solution. Alors qu'en fait, c'est une solution qui est intéressante en complément de tout un ensemble d'autres. C'est-à-dire que effectivement, tout le monde n'est pas doté d'un smartphone, tout le monde n'est pas à l'aise en fait dans l'utilisation d'un smartphone en exposition. Les taux de prise, généralement, lorsqu'on a uniquement un smartphone par rapport à nos deux guides, sont souvent inférieurs entre une appli et un audio guide. On est plutôt autour de 5%, alors qu'un audio guide, c'est plutôt 15-20%. Donc, c'est loin d'être la panacée, mais ça peut être intéressant pour doter certains usages, à condition en fait, qu'on prévoit une médiation papier, une médiation physique, une autre médiation numérique pour les autres visiteurs, quoi. Voilà, on peut aussi imaginer des dispositifs où on partage son smartphone, mais je ne sais pas si ça plaît à tous les jeunes. J'avais envie de vous demander justement, puisque vous avez pris la parole, sur la question de l'innovation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des nouveaux champs qui sont explorés aujourd'hui par les technologies numériques pour la muséographie qui ne sont pas encore très développés et qui pourraient être intéressants? Alors, un des champs qu'on a commencé à évoquer dans les échanges, c'est le polysensoriel. C'est vraiment ce volet-là où on voit se développer de plus en plus de dispositifs olfactifs, notamment. C'est un sens qui est assez peu mis à contribution dans les musées d'un point de vue numérique. Et c'est en train d'évoluer. On peut penser à, par exemple, l'exposition qui a lieu actuellement au Musée national d'histoire naturelle, l'Odyssée sensorielle, où l'idée, ça a été de recréer notamment en fait, des odeurs, des fragrances. Donc, il y a tout un ensemble de projets autour de ça. Il y a un projet européen, par exemple, qui s'appelle Odoropa, où l'idée, c'est de créer des parfums et des fragrances du XVIIIe siècle, en fait, qui font intervenir pas mal de scientifiques sur le sujet, quoi. Donc voilà, il y a vraiment la polysensorialité et puis d'essayer d'améliorer l'immersion. La naissance de la télé des Lumières en 2018 a marqué il a quand même marqué un coup. Il y a eu 1,4 million de visiteurs en un an. Peut-être vous pouvez rappeler en quelques mots ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, l'atelier des lumières, c'est l'ambition d'utiliser un lieu comme un écran, donc de projeter sur tous les murs, sol et plafond, des images pour essayer d'immerger le visiteur dans un espèce de diorama, chose qui existait depuis le 19e siècle, mais qui est remis pas mal à la mode, donc avec ce type d'usage. Et ça commence à intriguer quand même pas mal de musées plus traditionnels, on va dire, ou plus
ou musée, entre guillemets, légitime, et qui commence aussi à travailler sur ce type de format d'exposition. Il y a une exposition sur Venise qui va sortir bientôt à l'Opéra national de Paris en collaboration avec la RNMGP, la Réunion des musées nationaux, pardon, au Grand Palais. Il y a l'Institut du monde arabe en fait, qui travaille sur des projets de ce type-là, le Louvre bien sûr, et voilà, donc ça c'est peut-être le deuxième champ aussi. On est vraiment en fait sur des approches assez collectives en fait, finalement Oui. Marie-Christine Ergaud. Oui, je me permets d'intervenir. Sur Banquet actuellement, bah, effectivement, on va aussi vers ça, hein. On a un spectacle où on vit un banquet virtuel. Donc, sur tous les murs aussi, et sur la table aussi, avec du vidéo mapping, hein, on appelle ça vidéo mapping sur la table. Et je voulais revenir sur les odeurs, parce que là, par contre, je ne sais pas exactement le dispositif, enfin, je suis allée voir au muséum, mais nous, on a un système aussi d'odeurs dans ce spectacle banquet. Mais ce n'est pas ce que j'appelle du numérique, là, par contre. Pour nous, c'est du mécanique. C'est-à-dire que c'est un dispositif avec une petite fiole d'odeurs qui ont été développées par un spécialiste. Et puis, on envoie... Alors, effectivement, il y a l'ordre d'envoyer l'odeur à un moment donné qui passe par tout ce spectacle, par ce serveur. Mais là, on est vraiment aussi quand même enfin, c'est plus que de l'hybride. C'est-à-dire que sans la mécanique, les tuyaux, la fiole d'odeur, le développement du parfum, c'est juste l'ordre d'envoi qui est numérique en fait. Donc ça se croise, je suis d'accord, mais effectivement, j'y pensais pas en tant que numérique parce que c'est plus du tout virtuel là. On est vraiment il y a quand même du concret. Il n'y a pas que des câbles, il y a des vraies odeurs. Antoine Roland, vous souhaitez réagir? Non, c'est vrai, effectivement, pour le coup, c'est à la fois de la manipulation et puis du numérique. On est vraiment sur. De toute façon, sur ces scénographies-là, donc polysensorielles ou immersives, on va mélanger du physique et du numérique. Donc c'est normal, effectivement, Et puis les odeurs, la Cité des Sciences le fait depuis les années 80 au moins. Alors, ce ne sont plus les mêmes systèmes. Voilà, c'est plus les mêmes systèmes, voilà. Ça a évolué, mais l'idée était déjà là de façon très ancienne. Est-ce qu'il y a encore une petite question de ceux qui nous regardent encore? On a 2 petites minutes, sinon je vais rendre l'antenne, comme on dit. J'en profite peut-être en attendant pour vous dire que encore une fois qu'une synthèse en fait de nos échanges ce soir sera disponible en ligne sur le site des TEDUC. Ce sont des PDF et que voilà, toutes les ressources qu'on pu être citées, les documents seront également mis en ligne dans cette synthèse. Et pour vous dire aussi que le prochain TEDUC sera consacré à l'éducation psychosociale le 30 mars prochain. Voilà, un autre sujet, mais qui recoupe peut-être aussi cet intérêt du numérique pour les émotions et le multisensoriel. Est-ce qu'il y a encore une petite question ? Si ce n'est pas le cas, j'en profite pour vous remercier tous les 5 de vos interventions ce soir et remercier évidemment tous les participants d'avoir été nombreux à nous écouter. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci pour vos contributions. Merci. Merci, au revoir. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.